Une bonne partie du débat sur les OGM tourne autour du risque qu'ils feraient courir à l'environnement et à la santé humaine. Alors est-ce que les OGM sont dangereux? Avant de s'intéresser aux études qui ont essayé de répondre à cette question, on avait entrepris dans le dernier épisode de voir en quoi justement répondre à cette question n'était pas si évident que ça. On avait parlé du débat sur la naturalité des OGM et du débat sur le principe d'équivalence en substance. Il nous restait un tout dernier point à aborder, et c'est le rôle des agents sanitaires qui sont en charge de leur évaluation. On a déjà vu que dans l'ensemble des travaux réalisés sur les OGM, les études qui disent OGM égale danger ne pèsent pas bien lourd. En fait, la grande majorité des études montrent que tous les OGM actuellement autorisés sont complètement inoffensifs et sans danger. Devant ça, c'est pas très difficile de choisir son camp. Toute personne saine d'esprit optera pour ce que dit la majorité. C'est tout simplement du bon sens. À moins que ce soit la production de ces études elles-mêmes qui soit remise en question. Si la manière d'évaluer n'est pas fiable, on peut considérer que le résultat ne l'est pas non plus. En fait, la remise en cause des agences sanitaires remet directement en cause la fiabilité de toutes les études sur lesquelles elles s'appuient. La contestation des agences sanitaires, voilà un autre point central de l'argumentation anti-OGM, et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, j'ai fait un petit plan. On verra donc que la remise en cause tient en 3 points: critique du fonctionnement des comités d'évaluation, critique des conflits d'intérêts et critique du lobbying intensif. Donc tout d'abord, les opposants dénoncent la manière dont les OGM sont évalués, et notamment la manière dont est analysée la toxicité des plantes transgéniques. Selon eux, les études visant à évaluer les dangers pour la santé humaine souffrent d'un biais considérable: leur temps. Actuellement, l'EFSA demande des tests sur mammifères sur une durée de 3 mois. Donc pendant 3 mois, 90 jours, des mammifères, des souris par exemple, sont nourris avec une plante génétiquement modifiée et on regarde les effets que ça a. Donc notamment si elles restent en bonne santé ou si elles développent des maladies. Mais pourquoi 3 mois? Est-ce qu'on peut réellement rendre compte de tous les effets possibles en seulement 3 mois? Pourquoi des effets secondaires ne pourraient pas apparaître qu'à partir du 4e mois, ou du 5e mois, ou même au bout d'un an, ou plus? En tout cas, c'est ce qui fait dire à certains que l'Agence sanitaire européenne, l'EFSA, est incapable de dire si les OGM sont ou non dangereux pour la santé, parce qu'elle n'étudie tout simplement pas les effets à long terme. Un point important à soulever quand même pour la compréhension, c'est que vous savez que toutes les études faites sur des rats sont des études faites sur 3 mois, et comme par hasard, là on ne voit aucun trouble apparaître avant 3 mois, les premiers troubles apparaissent au 4e mois. Ça c'est très important. Ça c'est fondamental. Ça veut dire que des études sur 3 mois ne servent à rien, exactement, si ce n'est à donner de bonne conscience. Donc ça, les 3 mois, ça concerne l'EFSA. Mais les autres comités d'évaluation ne sont pas pour autant épargnés, et surtout pas ceux qui adoptent le principe d'équivalence en substance. En ce qui les concerne, les études évaluant les risques toxicologiques pour la santé ne sont tout simplement pas réalisées. Donc la question de la durée de l'évaluation ne se pose même pas, étant donné qu'à partir du moment où l'équivalence en substance est prouvée, on ne réalise pas d'évaluation autre que celle prévue pour les plantes classiques. Donc on comprend que la légitimité des agences sanitaires américaines et canadiennes en prennent un coup. Mais bon, cette question de l'équivalence en substance, on l'avait déjà abordée dans l'épisode précédent. Revenons en Europe. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais un peu plus tôt j'ai dit l'EFSA demande des tests. Alors ce sur quoi je veux insister, c'est que j'ai bien dit demande et non réalise. L'EFSA demande des tests. Ce n'est pas l'EFSA qui réalise les études qui évaluent les risques possibles. Ce sont les fabricants d'OGM eux-mêmes qui doivent prouver que leur produit n'est pas dangereux. Et ça, on peut notamment le lire sur le site de l'EFSA. Le demandeur d'autorisation d'OGM est tenu de démontrer la sécurité du produit génétiquement modifié. Le coût de ces études doit être supporté par le demandeur qui a un intérêt commercial à obtenir une autorisation. De telles études menées par l'EFSA ne sont pas prévues. En clair, ce sont les compagnies elles-mêmes qui évaluent la dangerosité de leur propre OGM. Ce sont elles qui choisissent le labo qui va réaliser toutes les études permettant de fournir les données demandées par l'EFSA. En fin de compte, l'EFSA ne fait que contrôler les résultats obtenus par des labos mandatés par les compagnies. Et ça pose un gros problème. Le conflit d'intérêts.
Les semenciers ont des intérêts immenses à ce que l'OGM soit jugé inoffensif. Ça leur ouvre un nouveau marché et ça ne réduit pas des années de conception à néant. Alors, est-ce que c'est raisonnable de leur laisser choisir le laboratoire d'évaluation selon leurs propres critères? Et est-ce que les producteurs d'OGM ne seraient pas plutôt incités à opter pour les labos dont ils savent qu'il y a de plus grandes chances qu'ils fournissent des résultats favorables? Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit eux qui les choisissent? Et est-ce que le fait que les labos soient financés par la compagnie qu'ils doivent évaluer ne pose pas un problème? Alors oui, on peut penser que ces entreprises ne feraient pas courir un danger à la planète entière et à toute sa population pour des simples profits financiers. Mais comment en être sûr? Pour résoudre ce problème, il faudrait que l'EFSA impose aux créateurs d'OGM des laboratoires dont l'indépendance est assurée. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'au sein de l'EFSA, la question des conflits d'intérêts ne se poserait pas également? On va y venir. Mais avant, je vous présente Willy De Greef. C'était le président du GEN, le groupe des experts nationaux sur la sûreté en biotechnologie. Un groupe de travail mis en place par l'OCDE en 1988 pour parvenir à un accord sur une réglementation globale des biotechnologies. Ce sont les conclusions de ce groupe qui vont servir de base au principe d'équivalence en substance. Et il se trouve que ce monsieur avait auparavant travaillé pour plusieurs entreprises de biotechnologie, notamment pour Syngenta, un des plus gros producteurs mondiaux d'OGM. Et c'est pas tout. En 2008, il est devenu le secrétaire général d'EuropaBio, le lobby qui représente les intérêts de l'industrie des biotechnologies, et donc des OGM, dans l'Union européenne. Bon, pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez le problème. Question conflit d'intérêts, là, c'est pas mal. Ça veut dire que le concept d'équivalence en substance a été créé par un groupe de travail dont le directeur avait déjà travaillé pour des créateurs d'OGM et qui a été par la suite à la tête d'un des plus gros lobbies d'OGM mondiaux. Mais Willy De Greef, c'était que l'introduction. Depuis le début des années 2000, plusieurs enquêtes ont constaté de nombreux cas de conflit d'intérêts au sein de l'EFSA. Voilà, en partie, ce qu'elles ont permis de découvrir. Diana Banati, qui a été la présidente du conseil d'administration de l'EFSA, appartenait également à l'ILSI. L'ILSI, c'est rien de moins que le plus gros lobby agro-industriel de la planète. Il est financé notamment par Bayer, Monsanto, Syngenta et DuPont, qui sont eux les plus gros producteurs d'OGM mondiaux. Normalement, les membres de l'EFSA sont censés déclarer leur possible conflit d'intérêts, ce qu'elle n'a pas fait. Elle sera pourtant renouvelée à son poste et prouvera sa bonne foi en démissionnant de l'ILSI. Mais est-ce qu'on peut vraiment penser qu'une simple démission puisse supprimer tous les contacts avec les anciens partenaires? Bonne question, puisqu'en 2012, elle démissionne de l'EFSA pour devenir la directrice de la branche européenne de l'ILSI. Le Hollandais Harry Kuiper, qui a été président du panel OGM de l'EFSA, était également coordinateur de l'Entrance Food, un groupe de travail mis en place par la Commission européenne qui a pour objectif d'apporter des informations sur la sécurité des biotechnologies employées dans l'industrie agroalimentaire. Au passage, il a aussi été impliqué avec l'ILSI de 2001 à 2010. Gijs Kletter, il a été vice-président du panel OGM à l'EFSA et a été affilié à l'ILSI entre 2002 et 2007. Juliane Kleiner, directrice de la stratégie des sciences et de la coordination de l'EFSA, a eu ce poste après une carrière de 7 ans au sein de l'ILSI de 1997 à 2004. Suzy Rekens, l'ancienne directrice du panel OGM de l'EFSA, rejoint la firme Syngenta en 2008. Patrick Dujardin, aussi membre du panel OGM de l'EFSA et en même temps ancien consultant chez Monsanto. Jérémy Suite, ex-vice-président du groupe sur les OGM à l'EFSA, il a été rémunéré par Monsanto, Bayer et BASF en 2006. La même année, il a aussi participé à plusieurs séminaires au nom de l'ILSI. Joachim Schimann, également membre du panel OGM à l'EFSA et en parallèle membre du PRRI, un groupe de pression qui cherche à assouplir la législation sur la protection de l'environnement. Bref, j'ai plus de place. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous avez compris l'idée. Le problème dans tout ça, c'est qu'un bon nombre de nos fameux experts sont à la fois juges et parties. Une dernière petite info pour la route. Une enquête assez récente de l'ONG CEO montre que parmi les 209 experts membres des groupes de travail de l'EFSA, 122 avaient déjà été rémunérés par des grands groupes de l'agroalimentaire, soit 59% des experts en situation de conflit d'intérêts. On a donc là plusieurs exemples de conflits d'intérêts qui peuvent laisser planer le doute sur l'impartialité de l'EFSA. À partir du moment où plusieurs membres de cette agence ont des liens avec des entreprises de biotechnologie ou des groupes de pression défendant les biotechnologies, on peut penser que l'objectivité qui devrait caractériser ces experts n'est pas vraiment respectée. Donc, quand on voit tout ça, on peut sérieusement se demander s'il faut accorder du crédit aux avis qu'elles donnent.
Comme on vient de le voir, la question des conflits d'intérêts est intimement liée à la question des lobbies et de l'influence qu'ils peuvent avoir dans la réglementation des OGM. On en a déjà vu quelques-uns, notamment l'ILSI, un lobby de l'industrie agroalimentaire qui est financé entre autres par Monsanto, Bayer, BASF et Syngenta. Et quand on voit le nombre de membres de l'EFSA qui ont des liens étroits avec ce lobby, ça nous donne une petite idée du poids que l'ILSI peut avoir dans le processus d'évaluation des OGM. Il y a un autre poids lourd au niveau européen, EuropaBio. C'est un lobby qui se donne pour mission de promouvoir et défendre les intérêts des biotechnologies à l'échelle de l'Union européenne. Et par biotechnologie, encore une fois, il faut aussi et surtout entendre OGM. Eux aussi, ils ont été sujets à controverse. En 2011, un de leurs documents a fuité et le journal britannique The Guardian l'a rendu public. Ce document, le voici. On y apprend qu'EuropaBio a cherché à recruter des personnalités influentes pour tenter d'orienter le débat au sein de l'Union européenne. Il leur aurait demandé de s'impliquer dans un projet qui vise à établir une législation plus favorable aux OGM. Ils auraient essayé de mobiliser entre autres Chris Patten, le chancelier de l'université d'Oxford et président de la direction de la BBC, l'ex-commissaire européen David Byrne, l'écrivain Mark Linas et même le chanteur irlandais Bob Geldof. En contrepartie, on leur a proposé des interviews avec des grands médias internationaux, des invitations dans les grandes conférences rémunérées, des contacts avec des responsables européens ou encore que soient rédigés des articles en leur nom. Bon, voilà. Tout ça, c'est encore d'autres informations qui viennent alimenter nos doutes sur l'impartialité de l'agence d'évaluation européenne. Alors en effet, pour la première fois, je n'ai présenté que la vision anti-OGM. Mais moi, j'aurais bien aimé vous donner des contre-arguments à tout ça. Vous dire que de l'autre côté, ils réfutent toutes ces accusations de conflit d'intérêts et de pouvoir d'influence. Mais c'est pas le cas. Tout ça, c'est des faits. C'est juste comme ça que ça se passe. Et surtout pas la même image pour une profession encore souvent mal perçue en France. C'est un mot qui est mal considéré souvent au plan national, notamment en France. En Belgique aussi, ça paraît de la manipulation, voire de la corruption, des puissances occultes, alors qu'à Bruxelles, ça fait partie du processus décisionnel, ça fait partie du jeu démocratique. Le lobbying est un contre-pouvoir qui exprime la voix de l'entreprise, de la société civile, des consommateurs, des citoyens. Alors que faut-il retenir de tout ça? Eh ben, pas mal de choses. Déjà, il faut bien être conscient qu'au sein de l'EFSA, les situations de conflit d'intérêts sont bien réelles et très difficilement contestables. Ensuite, il faut aussi prendre en compte le fait qu'au sein des agences sanitaires, la rigueur scientifique n'est pas absolue. Et ça, on s'en rend bien compte quand on voit que le principe d'équivalence en substance est appliqué par la FDA aux États-Unis, et que l'EFSA ne demande pas d'études à long terme pour évaluer les dangers des OGM sur la santé. Enfin, il ne faut pas oublier qu'à côté de tout ça, il y a un lobbying pro-OGM très actif au sein de l'Union européenne, et que plusieurs lobbies mènent un véritable combat pour orienter l'évaluation et la législation en leur faveur. Donc lobbying, conflit d'intérêts, méthode d'évaluation dont la rigueur laisse à désirer, en fin de compte, ça fait pas mal. Et en fait, tout ça, ça permet aux opposants aux OGM et aux laboratoires indépendants d'avoir une certaine légitimité. Parce que si la majorité des études réalisées montrent que les OGM sont inoffensifs, c'est peut-être parce qu'elles proviennent d'agences qui ne sont pas tout à fait fiables et au sein desquelles il y a peut-être une un peu trop grande proximité avec l'industrie agroalimentaire et biotechnologique. Non ? Enfin bref, je pense que j'ai dit le nécessaire pour qu'on puisse enfin aborder ce qu'il y a derrière le mot risque. C'est vrai d'ailleurs, on sait qu'il y a un risque potentiel pour la santé et pour l'environnement, mais ces risques, c'est quoi? Pour la santé, est-ce que manger des OGM, ça risque de nous faire pousser une troisième jambe? Pour l'environnement, est-ce que... Ouais d'ailleurs, en quoi cultiver des OGM peut être dangereux pour l'environnement? Ah, les abeilles, c'est ça? Ça tue les abeilles. Eh bien, rendez-vous au prochain épisode pour éclaircir tout ça.